Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur l'optimisation d'infolettres, la deuxième représentation. Mon nom est Claudia Dravigné, je suis coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight et votre présentateur aujourd'hui sera Alexandre Touin, notre directeur conseil. Donc, je vous disais que c'était la deuxième représentation parce que la semaine dernière, on a donné exactement la même présentation, mais c'était complet. Donc, pour que tout le monde puisse assister, on a décidé d'ouvrir une autre session aujourd'hui. Alors, c'est bien. On n'est pas les seuls à croire que l'optimisation d'infolettres, c'est important. C'est important de se comparer aux autres, de voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien pour toujours s'améliorer. Alors, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, comme à l'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions dans votre panneau de contrôle et on va y répondre à la fin. Et l'enregistrement va être aussi disponible après la présentation. Donc, cet après-midi, vous allez le recevoir par courriel. Donc, sur ce, je laisse Alexandre commencer. Merci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va regarder, c'est vraiment la performance du contenu de vos courriels. Souvent, quand on parle d'optimisation, on voit différents éléments, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le contenu. Ce qui est important de savoir à première vue, c'est que la personne moyenne reçoit 125 courriels par jour. Donc, votre courriel a beaucoup de compétition lorsqu'il est dans la boîte de réception. Et pour s'assurer que le contenu soit consommé tel que vous le désirez, ben, c'est important de se démarquer. Oui, quand on parle au 125, on compare évidemment à toutes les autres marques auxquelles vous pouvez compétitionner contre vos compétiteurs, ces éléments-là, mais il faut aller plus large que ça, en sens que le courriel est un moyen de communication assez personnel et de masse. Donc, vous compétitionnez non seulement contre vos compétiteurs usuels, mais aussi contre totalement l'ensemble des marques que la personne est inscrite, aussi les amis, la famille, les collègues, le patron. Donc, c'est une compétition qui est difficile et c'est une compétition auquel vous partez un peu à reculons, en ce sens que entre un courriel de votre marque et le courriel de mon patron, il y a des bonnes chances que j'ouvre le courriel de mon patron en premier. Donc, c'est important de se démarquer. Ça passe vraiment au travers l'ouverture, puis ensuite de ça, la consommation du contenu, donc les clics. Comme je mentionnais au départ, on regarde beaucoup ici, là, Dialogue Insight, on compare beaucoup avec le cycle de vie de l'abonné. Donc, l'importance d'avoir un plan, l'importance d'avoir des objectifs. Oui, aujourd'hui, on va penser au contenu, mais il faut aussi penser en termes de contenant. Faites-vous un plan, avez-vous la carte finalement de l'ensemble des communications qu'une personne normale reçoit quand elle est inscrite à votre courriel, newsletter, peu importe. Donc, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir une belle vue d'ensemble, et après ça, pouvoir vous attaquer. Aujourd'hui, on va prendre le courriel normal, puis on va regarder vraiment le contenu, à savoir qu'est-ce qui performe bien, qu'est-ce qui performe moins bien. Le premier élément, comme je mentionnais, c'est que vous avez beaucoup de courriels contre qui vous faites compétition. Donc, le premier élément qui va vous permettre l'ouverture finalement, c'est l'objet, votre nom d'expéditeur, ainsi que le pre-header text, donc la petite ligne qui apparaît là sur les mobiles. C'est quelque chose que souvent qui est réfléchi à la dernière minute. Bon, c'est quoi l'objet de notre message? On fait ça rapidement. Souvent, c'est le premier titre d'un article. C'est souvent des éléments qui ne pousseront pas les gens à ouvrir. Donc, c'est important. Le premier impact est super important pour pouvoir amener l'ouverture. Puis ensuite de ça, on pourra se concentrer sur le contenu. Mais si les gens n'ouvrent pas le courriel, ben, tout l'effort que vous avez mis dedans ne servira à rien à la base. Des exemples de créativité. Souvent, les gens sont très standards, mais ça peut être intéressant d'essayer des choses, d'être un peu plus créatif. L'exemple de Fruits et Passion, merci, je reçois ça. Sincèrement, on en a discuté ici au bureau, parce que lorsqu'on a reçu ce courriel-là, on se demandait si la pertinence, que c'était une bonne idée d'avoir un objet comme ça. À noter que c'était pas relié à une transaction comme ça, c'était vraiment la newsletter régulière qui s'appelait comme ça. Il y avait un contenu très spécifique parce qu'il avait franchi un certain seuil d'inscrits ou quelque chose comme ça. Mais après ma barre, le merci
Était-ce une bonne idée? Puis la conclusion qu'on avait, c'était, ben oui, parce que, un, ça avait créé une discussion, puis deux, tout le monde l'avait ouvert. Ce qui n'était pas nécessairement tout le temps le cas avec les courriels de fruits et passion. Même chose pour Rona, important, ça évidemment, on ne peut pas mettre ce genre d'objet-là à chaque courriel, mais au bon moment, le bon contenu, le bon objet peut permettre d'aller pousser un peu plus loin. L'autre exemple, amenez-en des tempêtes de Renault Dépôt. On l'a reçu le 14, donc ça fait 2 semaines. C'était juste quand la météo venait d'annoncer qu'il y avait une grosse tempête qui s'en venait à Montréal. Et je reçois ce courriel-là, et le courriel est pour finalement des promotions sur des pelles. Pour moi, c'est un courriel qui est très pertinent, qui s'inscrit dans la réalité actuelle de ce que je vis et qui me donne peut-être finalement, si j'ai un besoin de pelle, ben c'est le bon courriel pour ça. Puis le petit objet, on joue un peu à amener des tempêtes, avec même la petite icône auparavant. C'est tous des moyens d'accrocher l'œil finalement pour permettre de pointer vers l'ouverture. Autre exemple, le sentiment d'urgence. Évidemment, le sentiment d'urgence, c'est une technique qui peut fonctionner tant qu'elle n'est pas utilisée à outrance. C'est quelque chose qui met une pression sur le lecteur pour dire, ben, si je ne l'ouvre pas tout de suite, je vais peut-être manquer quelque chose. Si le contenu que la personne est habituée de lire de votre infolettre est pertinent, mais dans ce cas-là, d'ajouter ce petit sentiment d'urgence-là, une fois de temps en temps, a des bonnes chances d'augmenter la conversion, d'ouverture du courriel. Mais pour ça, comme je dis, c'est de ne pas le faire à tous les coups non plus. Contre-exemple, pour moi, ça, c'est des objets qui ne veulent pas dire grand-chose. Service Québec, infolettre, accès entreprise, octobre 2015. Bon, premièrement, la notion de date dans un objet, quand je reçois un courriel, habituellement, je sais la date auquel je reçois, et si je l'ouvre plusieurs journées après, de toute façon, mon outil de lecture de courriel me donne la date de réception et même l'heure. Donc, me mentionner que c'est l'infolettre d'octobre ne sert absolument à rien, je le sais qu'on est en octobre. Donc, c'est une perte c'est une perte de possibilités, en fait. Au lieu de mettre quelque chose qui aurait pu être plus vendeur, ben là, on a quelque chose de très, très générique qui finalement fait qu'à sur le long terme, les chances que j'ouvre ce courriel-là rapetissent de mois en mois. Même chose pour Fancy, Saturday's Pick. OK, je le sais qu'on est samedi. Je trouve que tant qu'à me dire qu'on a juste fait des choix, parlez-moi de ces choix-là. Il y a plus de chances que ces choix-là m'intéressent. Donc, vraiment d'y aller avec ça. Et le dernier, Marketing Prof, qui sont habituellement, ont des bons objets et tout ça, mais celui-là m'a fait beaucoup rire. Last Chance to Complete our Member Survey. OK, mais pourquoi j'irais remplir ça? Sincèrement, moi, les sondages, j'en reçois une tonne. Il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller ouvrir ça. Quand je sais que tout ce que ça va me dire, c'est sous ce courriel-là, on t'en va sur un sondage qui va durer 20 minutes, une demi-heure. Il n'y a pas d'intérêt. Donnez-moi, pour moi, ce qui m'intéresse et potentiellement indiquer un sondage dans ça va augmenter mes chances d'ouverture. Ensuite, une fois qu'on a un bon objet, quelque chose d'accrocheur et tout ça, il faut construire le contenu. Au niveau du contenu, ce qui va vraiment vous permettre, l'objectif finalement, c'est la conversion. C'est de pouvoir s'assurer que les gens cliquent dans le courriel pour se rendre sur votre site web et donc dans le contenu qui est désiré. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment important de réfléchir à vos appels à l'action, ce qu'on appelle des call to action en bon français. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut, c'est encore être très clair et très efficace. Certains exemples ici de call to action, ça fait un peu une pizza au niveau couleur, mais c'est important de comprendre que la couleur est très importante dans des call to action. Ça doit être contrasté, ça doit être rapide à voir. La personne doit comprendre en quelques secondes ce que vous désirez d'elle dans ce courriel-là. Donc, d'avoir quelque chose de très, très précis dans un gros bouton contrasté selon la couleur du contenu là, que vous avez, va permettre de tirer le regard et de le comprendre rapidement. Dans ceux-ci, il y a deux éléments. Le premier, la couleur. Le deuxième, c'est les mots qui sont utilisés. Donc, d'être très précis et clair dans ce que vous désirez. Si on regarde, par exemple, oui, je veux une évaluation sans frais, c'est absolument clair une fois que je clique ce que je m'en vais voir. Contrairement à
en savoir plus ou euh, aller sur le site web ou des choses comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose. Dans ce cas-ci, le moins précis, selon vous, ça serait lequel? Prenez une petite seconde, regardez cela, le moins précis. On parle du check it out now. Oui, c'est clair, mais en même temps, il faut que j'aie lu le contenu au-dessus pour pouvoir savoir de qu'est-ce que je vais aller vérifier si je vais sur le site web. Comme on dit, on n'a que quelques secondes pour capter l'attention. Donc, de pousser l'emphase sur la clarté aide beaucoup. Je prends quelques secondes pour parler de l'exemple de qui est au centre, dans le carré, Yes, get my $600 saving. Ce qui était intéressant avec celui-là, c'est que c'était pour une inscription à un événement où est-ce qu'on vous donne $600 de rabais, donc on s'entend que le prix devait être de quelques milliers de dollars. C'est pas quelque chose que nécessairement je suis prêt à convertir rapidement à la seconde où je reçois le courriel. Mais mes chances, une fois que si je décide de pas m'inscrire tout de suite, les chances que je revienne dans ce courriel-là pour pouvoir m'inscrire ultérieurement sont très minces. Dans ce cas-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième call to action juste en dessous qui disait « Je suis pas, I'm not ready to save, but I want to learn more ». Donc, ce que ça me permettait, c'est si j'avais un intérêt, d'avoir un deuxième call to action qui me permettrait d'arriver sur une page différente où est-ce qu'on m'expliquait l'événement. Et là, on a plus de place que dans un simple courriel pour justement accrocher la personne pour dire, ben vite, si tu veux sauver ton $600, viens t'inscrire. Donc, on a quand même un plan B, finalement, même en termes des call to action. Donc, ça, je trouve ça bien intéressant. Souvent, dans les newsletters de type contenu, je pense souvent aux newsletters des compagnies qui offrent plus du service, on offre des thématiques, on offre des catégories. C'est important d'utiliser des termes clairs, puis que ces thèmes-là doivent refléter ce que les utilisateurs recherchent. Je prends des exemples au fur et à mesure. Un très bon exemple, c'est celui d'Indigo. Donc, Indigo, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'avoir une newsletter dans laquelle ils intègrent l'ensemble de leur contenu, ils en ont 3. Donc, ces contenus-là sont très précis et en fait, ça permet à l'utilisateur de, 1, s'inscrire à ceux qu'il désire seulement, et 2, d'avoir le contenu qu'il désire semaine après semaine. Par exemple, ici, c'est Deal of the Weeks, donc c'est vraiment l'ensemble des deals, là, des rabais qui ont lieu cette semaine. Donc si on sait là, en retail qu'il y a des gens qui sont intéressés seulement lorsqu'il y a des rabais, bien, dans ce cas-ci, ce courriel-là s'adresse seulement à eux en leur donnant accès à l'information qu'ils ont, qu'ils désirent. Et ensuite de ça, bien évidemment, l'infolette est très très bien précise et claire. Le deuxième, c'est les nouveautés de la semaine. Donc, dans ce cas-là, c'est plus pour un autre type de lecteur, où est-ce qu'on va lui offrir seulement les contenus, en fait, les sorties, et puis on va le découper selon des catégories très, très claires, qui sont, dans ce cas-ci, la fiction, la non-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, etc., etc. Ces éléments-là, en fait, ce qu'ils permettent, c'est de comprendre pour l'utilisateur d'aller tout de suite à la section qu'il désire. Idéalement, il faudrait même que cette partie-là soit personnalisée, donc qu'elle s'affiche seulement selon les intérêts de l'utilisateur. Ce n'est pas le cas d'Indigo, mais c'est quand même déjà une très belle première étape. Un autre exemple, finalement, le dernier exemple, c'est Indigo, toujours, qui envoie un troisième courriel qui est plus sa gestion de contenu. Donc, l'ensemble des contenus, plus de type création, relation avec la marque et tout ça, qui est envoyé plus une fois par saison et tout ça. Donc, les articles qui vont être écrits vont être au travers un dernier courriel qui va être envoyé une fois par mois. Donc, on a séparé les types de contenus par courriel, puis ensuite de ça, dans un courriel défini, on l'a catégorisé pour que la personne retrouve rapidement ce qu'elle recherche. Donc, on a toujours l'utilisateur au centre de la discussion. Le contre-exemple, c'est Infopresse. Dans ce cas-ci, on me parle du rendez-vous commandite et événement qui est jeudi. La catégorisation signifie que c'est pour de l'entrepreneuriat. Je comprends que chez Infopresse, en fait,
l'événement a été organisé par le département d'entrepreneuriat à l'interne. Ça, je le comprends bien. Mais pour moi, ça n'a pas rapport avec l'entrepreneuriat. C'est un événement, ça. C'est pas du contenu relié à l'entrepreneuriat. Ça parle pas bien. C'est souvent quelque chose qu'on voit quand différents départements à l'interne d'une entreprise écrit des contenus pour l'infolettre et le soumet là, à quelqu'un de central qui construit l'infolettre. De cette manière-là, souvent, on a tendance à catégoriser le contenu selon le département qui l'a écrit. Ces départements-là ne parlent pas nécessairement à vos utilisateurs. Pour eux, c'est pas aussi clair que pour vous à l'interne, ces catégorisations-là. Donc, c'est super important de se mettre dans la peau de l'utilisateur lorsqu'on crée ces contenus-là. Bon, on a catégorisé nos contenus, on a trouvé les bons call to action, on a un bel objet. Maintenant, il faut parler plus du contenu finalement. Qu'est-ce qu'on met dans nos infolettres? On a tous l'impression, on aimerait tous que nos infolettes finalement soient lues de A à Z par l'ensemble de nos de nos contacts, les 100%. Malheureusement, la réalité n'est pas là. C'est souvent que ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les contenus que l'on désire passer, des messages que nous, on désire passer, puis on pense moins à ce que la personne désire lire. Donc, il y a un point central qu'il faut trouver lorsqu'on écrit du contenu pour parler finalement aux contacts, leur dire ce qu'eux désirent lire, quel est le type de contenu qu'ils recherchent et non pas passer les messages que vous désirez passer. Donc, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur pour essayer de pousser les bons contenus. Un exemple, c'est Harvard Business Review que je reçois à tous les matins, en fait, là, Tip of the Day, et c'est pas mal le seul courriel dans ma vie que je lis à tous les jours. C'est un courriel qui est très court et qui me donne tout simplement un conseil de gestion. Des fois, ça s'adresse pertinemment à ce que je vis, des fois pas du tout. Mais c'est pas grave, je le lis parce que c'est très rapide et tout ça. Et Harvard Business Review ne me pousse pas de contenu, d'achat, c'est tout simplement une relation qu'il crée avec la marque, donc que je crée avec la marque. Donc, ce que ça me donne, c'est que le jour où je vais aller devoir acheter un livre, que je vais désirer acheter un livre de gestion, mon premier réflexe va être de penser à eux parce que j'ai une relation déjà avec eux que j'ai à tous les jours. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans ce courriel-là, en fait, en bas, il y a un contenu qui essaie de me vendre un produit, mais pour vrai, c'est vraiment en découpant les captures d'écran pour le webinaire que je me suis rendu compte qu'il y avait cette section-là, parce que pour être franc, je ne me suis jamais rendu là. Mais comme je dis, c'est le contenu qui m'intéresse fait que je le lis à tous les jours. Pour moi, c'est un courriel qui parle exactement à mon besoin. Le contre-exemple, ici j'ai un courriel là, auquel il y a une carte de membre qui permet d'accéder à certains avantages lorsqu'on a atteint un certain niveau d'achat, etc., au niveau de la loyauté. Et lorsque tu t'inscris, en fait, tant que tu n'as pas dépensé les bons montants, il vous envoie un courriel pour vous dire que vous n'avez pas qualifié pour le service VIP. C'est pour moi très peu pertinent de recevoir ce genre de courriel-là, en ce sens que je le reçois une journée de la semaine, c'est pas nécessairement mon moment de magasinage. Tout ce que ça me dit, c'est t'as pas assez acheté chez nous. OK, puis sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi pas plutôt me pousser à aller faire des achats plutôt que me dire que j'ai pas fait assez d'achats? C'est tout simplement une manière d'approcher le contenu qui manque de pertinence puis d'approche très directe au niveau de la clientèle. Les images. C'est super important d'adapter les images que vous allez utiliser pour l'audience. Les images, dépendamment de l'outil qui est utilisé pour lire, est plus ou moins pertinent. Dans tous les lecteurs modernes, souvent les web-based, donc les Gmail, Yahoo, Hotmail et compagnie de ce monde, les images sont très importantes parce qu'ils sont souvent téléchargés automatiquement et très visibles. Donc, ils ont un premier impact dans la première lecture, donne un impact très rapide au lecteur. A beaucoup moins d'impact sur les boîtes plus professionnelles comme Outlook qu'ils ne téléchargent pas à la base les images. Mais dans ce cas-là, il faut utiliser tout simplement des textes alternatifs là, pour pouvoir combler ce petit besoin-là. Un exemple, je reçois le courriel de Sears. En fait, c'est
un collègue à moi qui le reçoit et l'objet aujourd'hui seulement économisé jusqu'à 50% sur certains vêtements pour hommes et femmes. Bon, donc ça s'adresse à moi en tant qu'homme, un bon rabais sur certains vêtements, je suis intéressé, j'ouvre le courriel. On s'entend une fois que je l'ai ouvert, j'ai que quelques secondes pour capter mon attention. Et là, ce que je vois, c'est des dames en robe et une marchette. Ça ne me touche pas du tout. Où est le linge pour homme? Pourquoi on fait? Évidemment, si je lis tout le texte, je vais comprendre que aujourd'hui seulement, si je clique, je vais avoir des certaines photos pour, je vais avoir des vêtements pour homme. Mais pourquoi c'est pas représenté par l'image? Pourquoi c'est pas finalement pourquoi on perd cette possibilité-là de capter l'attention des hommes? Puis au niveau de la marchette, je suis dans la trentaine, je ne suis pas encore rendu là. Pourquoi on s'adresse à moi de cette manière-là? C'est quelque chose qui est assez simple en termes de personnalisation, d'offrir du contenu selon les tranches d'âge. Ce genre d'éléments-là, dans des produits très très précis pour des tranches d'âge, devraient être offerts à eux et à moi. On aurait pu profiter de cette occasion-là pour me pousser un contenu qui me parle un peu plus. Donc, ici, il y a une occasion manquée en termes de contenu pour pouvoir capter mon clic. Un autre moyen, je n'irai pas trop longtemps ici, mais c'est l'utilisation des GIFs animés. Au niveau des GIFs, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens de plus en plus veulent utiliser de la vidéo dans les courriels. On sait que technologiquement, c'est très complexe parce que la plupart des outils de navigation de lecture de courriel ne le permettent pas, mais ça permet quand même, au travers du GIF, de créer une impression de. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop flashy, il ne faut pas que ça bouge de partout et tout ça. On a quelques secondes pour capter l'attention, c'est vrai, mais il faut aussi passer notre message. Donc, d'avoir quelque chose de léger permet de juste capter l'attention. Une mention un peu plus technique à ce niveau-là, c'est important de mentionner que les images, ça peut devenir lourd. Donc, quand vous implantez des GIFs, faites attention au poids de vos images. Si vos GIFs sont trop lourds, ça veut dire qu'ils vont prendre plusieurs secondes pour être téléchargés sur les appareils là, à connexion moins rapide, là, les mobiles par exemple. Puis si l'image ne se load pas, ce que j'ai c'est un gros carré blanc, il y a des bonnes chances qu'on fasse pour que je pense que c'est une erreur, puis que tout simplement je quitte, puis que j'aille chercher un autre courriel. Donc on dit normalement là, pour un GIF, c'est à peu près 200K maximum, mais pour ça vous avez de nombreux outils sur le web disponibles qui vous permettent de gérer vos images au niveau du poids et tout ça. Un exemple c'est optimizilla.com, mais si vous faites une moindre recherche, là, vous allez en trouver plusieurs. Un autre exemple que je trouvais intéressant au niveau du GIF, c'est en fait, je parlais de vidéo, de mettre l'emphase sur la vidéo. Ça, c'est un super bon exemple ici, où est-ce qu'au travers d'un GIF, on met les quelques premières secondes du vidéo et ça donne l'impression finalement d'avoir une vraie vidéo. Et lorsque les gens cliquent, ils tombent sur un vrai outil de hosting vidéo, que ce soit YouTube, Vimeo ou le site web précis. Donc, c'est un bon moyen d'aller gérer, de faire semblant que c'est de la vidéo. Un dernier exemple au niveau des GIFs que je trouvais intéressant, c'est le même courriel d'Indigo que tantôt, qui avait tout simplement un petit jeu en termes d'image où les flocons bougent un peu. Ça donne juste finalement pour capter l'attention. Ensuite de ça, il y a toute la partie design au niveau du contenu. Pensée mobile. Normalement, vous devriez être en mesure de savoir c'est quoi la performance mobile que vous avez au travers de votre contact, mais si vous ne l'avez pas, de manière générale, on dit qu'actuellement, en 2016, c'est 54% des courriels qui s'ouvrent sur mobile dans le monde. 54%, c'est quand même plus que la moitié, très peu, mais quand même, et c'est quelque chose qui va qu'en augmentant. Donc, lorsque vous construisez vos courriels, pensez contenu mobile. Et ça veut dire deux choses. Il y a évidemment la technologie qui peut vous aider au travers des modèles responsive, par exemple, mais il faut aussi qu'au niveau de vos images, vous pensiez qu'elles vont être vues sur un téléphone. Le responsive, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redimensionner les images. Cependant, si le texte est trop petit, que ce soit responsive ou non, ce sera à peu près pas lisible. Donc, vous allez perdre la notion. Ici, c'est un exemple de Porter que j'aime pas du tout. C'est juste une image. Le texte est
trop petit à mon avis. C'est pas si pire sur l'écran comme ça, dépendamment de comment vous êtes équipé à la maison pour regarder le webinaire. Mais sur un mobile, c'est très petit et ça donne très peu d'informations. Et en plus, l'image a débordé parce qu'il y a eu un problème technique. Donc, il y a plein d'éléments là-dedans qui font que j'aime pas le courriel, mais en gros, c'est pas été pensé pour les mobiles juste par la grosseur du texte qui est indiqué en bas qui fait partie de l'image. Donc, pensez à cet élément-là, mettez des images qui parlent, puis avec du texte, il y a du texte sur vos images qui sont assez grosses, qui vont être assez, qui vont vous permettre de lire. Le meilleur exemple, c'est justement les appels à l'action que vous avez sur vos images. Si c'est trop petit, on n'est pas capable de lire le texte, ça part de son impact. Un exemple ici d'une boutique de linge, eux en fait, leur ouverture est tellement poussée mobile, ils ont tellement une forte ouverture mobile que maintenant quand ils font leur courriel est simplement ouvert, réfléchi, construit pour les gens qui l'ouvrent sur un mobile. Sur un mobile, ça donne l'image à gauche, on voit c'est très visuel, c'est des grandes images qui nous permettent de vraiment bien capter, alors que à droite, c'est ce que je vois quand j'ouvre le courriel sur un desktop, c'est-à-dire à peu près rien. J'ai pas le visuel, je perds beaucoup d'éléments. J'ai assez d'informations pour m'intéresser, mais j'ai pas les belles grandes images qui me permettraient d'ouverture. Donc sur eux, c'est quelque chose qui pousse parce que leur mobile est extrêmement fort. Donc si pour vous, votre mobile est fort, je faisais une analyse dernièrement, il y a certains de nos clients qui sont à 70% d'ouverture mobile, mais il y a quelque chose à faire, il faut réfléchir, il ne faut pas juste penser aux deux clientèles, parce que si la clientèle mobile devient votre clientèle principale. Un autre exemple ici où ce qu'on voit lorsqu'on l'ouvre en desktop n'est pas très grand, alors que quand on l'ouvre sur mobile, on voit beaucoup plus de matériel. Un dernier élément à réfléchir lorsque vous créez vos contenus, c'est toute la question des couleurs. Ici, c'est une partie d'un courriel d'IKEA. IKEA joue beaucoup avec les couleurs dans l'ensemble de leur courriel où ils font beaucoup de variations. Ce cas-ci, le petit bleu pâle avec du texte blanc est à peu près illisible, surtout sur mobile, mais même en desktop, le contraste est tellement pas fort qu'on a de la misère à lire. Puis si vous regardez le petit texte en dessous, il y a des plus. À la base, plus, on l'a mentionné auparavant, c'est un très mauvais appel à l'action, ça veut rien dire. Mais en plus, c'est qu'il est tellement pâle sur fond blanc, c'est à peu près illisible. Les chances pour que je pense que ce soit cliquable sont très très minces. Donc, réfléchir au contraste que vos couleurs vont avoir. Puis, un bon élément pour ça, c'est qu'il existe des outils. Ici, j'ai mis Snook. En fait, qui vous permet de valider si les contrastes sont bons. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement mis les deux couleurs du courriel IKEA, le petit bleu vert pâle et le blanc. Et ce que ça m'indique à la droite, au niveau des résultats, c'est que c'est zéro compliant sur sur le contraste. Donc, à ce niveau-là, il y a un travail qui, normalement, devrait être fait parce que la différence de couleur n'est pas assez élevée. Donc, au niveau des contenus, ça fait un peu l'ensemble de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Comme vous avez vu, on a été très, très dans le moindre détail, mais c'est important de penser à ça. Et aussi, n'hésitez pas finalement à penser de manière globale à ce que vous voulez mettre en place, donc d'avoir un plan, et ensuite de ça, vous allez pouvoir regarder chacun courriel par courriel pour valider si cela est tel que vous le désirez. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a une série de questions ici là, que je peux voir que les gens nous ont posées. Je vais lire ça et vous répondre à ça. GIF. Ne s'anime pas dans tous les clients de courriel, que faire? Super bonne question. Effectivement, les GIFs, c'est souvent un peu comme je parlais tantôt dans les vidéos, mais c'est beaucoup mieux supporté, mais c'est effectivement dans les outils un peu plus modernes, les Gmail, etc., etc. Dans ceux qui ne le supportent pas, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher le premier frame de votre GIF, donc la première image, de manière comme si c'était une image normale. Donc, dans le fond, c'est quand vous construisez vos GIFs, faites juste réfléchir à ce qui va être affiché à ces gens-là. De la manière que je le dis souvent, c'est que c'est une petite séquence un peu comme un mini vidéo qui se déroule, mais faites puis qui est une loupe.
finalement, arrangez-vous juste pour que le dernier frame soit plutôt votre premier, parce que souvent, le dernier est celui où il y a toute l'information. Donc, dans ce cas-là, en utilisant ce frame-là comme image principale, puis ensuite de ça, le reste se déroule en loop, pour la personne qui a accès au GIF, il va avoir toute l'information, et pour ceux qui n'ont pas accès au GIF, ils vont quand même avoir une partie de l'information qui est nécessaire. Sinon, ben, c'est sûr que idéalement, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'exploiter, mais pour ceux que ça ne l'exploite pas, par exemple, dans celui d'Indigo que j'avais, c'était juste un jeu entre des lumières qui s'allument et s'éteignent, ben, dans ce cas-ci, d'avoir tout simplement le premier frame, c'est sûr que ça perd un peu l'impact qu'on avait mis, mais c'est pas si pire non plus. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour les GIFs là, au niveau des outils qui ne le supportent pas. Est-ce que des symboles dans le titre de l'infolette peut nuire au spam mail? On parlait du flocon de neige tantôt de Renault Dépôt. En fait, c'est une super bonne question. Au niveau des outils maintenant qui déterminent le spam, les mots qu'on utilise, le contenu des objets a de moins en moins d'impact dans la détermination et de plus en plus les outils se tournent vers plutôt le comportement des gens qui reçoivent. Donc, si je reçois votre newsletter et je ne la lis pas, ça a un impact négatif. Si je l'ouvre quelques secondes après l'avoir reçu, ça a un impact positif. La longueur de temps que je vais l'avoir ouvert va être beaucoup positive. Donc, est-ce que les symboles ont un impact négatif? Pas vraiment. Puis évidemment, c'est quelque chose qu'on veut parce qu'on veut se démarquer. Donc, on le fait, mais de manière, pas à tous les courriels, on le fait une fois de temps en temps, juste pour pouvoir avoir une meilleure performance à ce niveau-là. Je continue. Mes images ont un maximum de 500 pixels et je ne fais pas responsive. Est-ce que c'est OK? C'est une bonne question. En fait, au niveau des largeurs d'image, c'est que ça va dépendre de la plateforme qui est utilisée. Le responsive, ce qui est bien, c'est qu'il va s'adapter à peu importe le téléphone qui se met en place. Donc, si votre téléphone est à 250 pixels, ça va se couvrir à 250 pixels. Si on est plus à mettons une tablette qui va être plus autour du 600, ben dans ce cas-là, ça va couvrir aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est important le responsive, ce qui permet, c'est d'adapter. Évidemment, si vous ne pouvez pas le faire, dans ce cas-là, utiliser des images qui sont un peu moins larges, c'est bon, mais c'est surtout de penser au contenu qu'il y a dans l'image. Est-ce que ça va être visible si elle est à 50% de largeur? Donc, c'est surtout de cette manière-là qu'on va aller le voir. Nous envoyons des mailings papier à nos clients, nous reprenons le texte intégral. Est-ce que faire un courriel très lourd en texte, est-ce efficace? Vous êtes probablement mieux positionné pour répondre à cette question-là de manière à ce que vous voyez la performance de vos courriels. Évidemment, moi, ce que je dirais, c'est partez de vos objectifs. Quel est l'objectif réel de votre performance? Est-ce que vos textes renvoie vers du contenu. Est-ce que vous désirez que les gens cliquent à quelque part pour se rendre sur votre site web? Dans ce cas-là, peut-être de mettre un plus petit extrait avec une image qui renvoie vers le contenu global sur votre site web aurait peut-être un meilleur impact. Si votre objectif, c'est tout simplement de passer l'information, dans ce cas-là, le taux d'ouverture va tout simplement vous dire si les gens l'ouvrent. Évidemment, on ne saura jamais si les gens le lisent au complet, s'ils lisent à moitié ou quoi que ce soit, tant qu'il n'y aura pas de clic. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'au niveau de l'efficacité, vous êtes mieux de mettre des images et raccourcir pour amener les gens à cliquer, puis ça va vous amener une meilleure mesure de la performance de vos contenus. Meilleure méthode d'ajouter une image dans une infolette responsive. Est-ce que c'est deux images différentes? Je dis ça à chaque question, mais c'est aussi une bonne question. Finalement, les images différentes, c'est que oui, ça fonctionne très très bien, mais comme je dis, idéalement au niveau technologique, puis au niveau pour vous de travail que ça représente de créer des images, vous êtes probablement mieux d'en faire juste une qui s'adresse aux deux besoins. Donc, la manière que vous faites, c'est que vous faites l'image, vous la regardez sur votre ordinateur à savoir si elle s'affiche comme ça sur mon écran, est-ce que c'est lisible, est-ce que j'ai le contenu, est-ce que je comprends bien ce que je dois faire, etc. Puis ensuite de ça, rapetisser l'image, ça peut être tout simplement en la dézoomant, là, de manière à ce qu'elle soit plus petite, puis regardez, une fois qu'elle est rendue à, par exemple, 300 pixels, est-ce que c'est aussi lisible?
Est-ce que le clic est aussi évident de où on doit cliquer et pourquoi? Dans ce cas-là, si ce l'est, vous n'êtes pas obligé de mettre deux images. Mais dans certains cas, c'est pas possible d'aller là. C'est pas possible de mettre ça. Dans ce cas-là, le deux images peut couvrir le besoin. Oh, j'adore la dernière question. Avez-vous des ouvrages références ou des sites Internet pouvant nous guider pour l'optimisation et la construction d'une infolettre efficace? Absolument. On a, premièrement, on parlait de notre académie qui est à academy.dialogueinsight.com, qui va vous permettre d'avoir une foule d'accès, une foule d'articles d'optimisation, voir l'ensemble de nos webinaires, des white papers qu'on produit, etc. Puis, j'en profite pour mentionner qu'on est en train de finaliser un white paper sur justement l'optimisation d'infolettres qui va vous être envoyé au courant des probablement prochaines 48 heures, ou je mets un peu de pression quand je dis ça sur les gens au marketing ici, mais il y a des bonnes chances que d'ici les 48 heures, ou disons maximum au début de la semaine prochaine. On va dire semaine. Semaine. Prochaine semaine, je vais m'enlever un peu de pression. Vous allez le recevoir pour certains très rapidement, puis par courriel, et sinon il va être disponible à partir de notre académie très très rapidement. Le temps avance, mais j'ai encore plein de questions. On peut avancer. Est-ce qu'il serait possible d'envoyer un courriel automatique à des clients qui ne complètent pas leur transaction? Là, on est plus dans l'aspect mécanique, mais la réponse est oui. Il faut juste s'assurer qu'on ait une connexion avec finalement votre système transactionnel. Puis à ce moment-là, il y a une série de comportements de courriels automatisés qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas de problème. Je vais faire de l'autopromotion, mais on a un webinaire aussi que je parle justement de notre module de marketing automatisé. Ça va être un bon départ de piste là, pour pouvoir voir comment procéder à ce niveau-là. On a une refonte, il y a des gens qui sont très contents parce qu'ils vont lancer des refontes. Comment peut-on faire un montage responsive sans formation? Super simple. Prenez un de nos modèles qui est gratuit dans Dialogue Insight. Ils sont tous responsives. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir faire votre propre montage au travers de notre interface drag and drop. Donc, très, très facile à utiliser. Et les modèles sont de base responsive. Donc, ça va être une première base là, pour vous pour toucher à ça. Puis, si nos modèles ne conviennent pas pour une raison X ou Y, dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous, comme c'est écrit sur l'écran. Et c'est aussi pour des éléments technologiques que si vous voulez des éléments plus stratégiques, si vous voulez qu'on vous accompagne, si vous voulez qu'on regarde une infolette que vous avez construite puis qu'on vous aide à l'améliorer, qu'on vous fasse des petits conseils de le call to action irait peut-être être du plus rouge ou plus foncé ou peu importe. N'hésitez pas à communiquer avec quelqu'un de votre équipe, de notre équipe. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous pour ça, pour améliorer vos infolettes. Bon, je pense que ça fait le tour des questions. On avait plein de bonnes questions, super intéressant. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, comme je vous disais au début, on vous envoie la présentation cet après-midi au plus tard demain matin. Merci beaucoup.